Bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de l'audace d'entreprendre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités exceptionnels. Voilà, on va vous présenter, on va discuter un peu de vos parcours, de ce que vous avez eu comme audace dans vos différents parcours. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais déjà dire, c'est que vous êtes deux personnes et que vous vous connaissez pas du tout, mais pourtant, l'un sans l'autre, vous n'existerez pas. C'est un peu vrai, non Yann? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas complètement faux. Yann et Laurent, du coup, que je présente, voilà. Yann, tu peux te présenter, tu peux nous expliquer un peu voilà, ce que tu fais, qui tu es, et puis ensuite on passera à Laurent et on discutera un peu aujourd'hui de ces différentes audaces, différentes choses. On va bien s'amuser, je pense, hein. On va bien discuter. Avec plaisir. Donc Yann Delaroche-Attendré, je suis un des fondateurs de Fordata. Je suis arrivé à Dijon il y a 8 ans maintenant, à l'époque où on a lancé cette entreprise. Je connais bien le Crédit Agricole parce que c'est un gros financeur et ça a été aussi notre bailleur puisqu'on a loué des locaux au sein du village Baïséa pendant presque 3 ans. Du coup, tu nous as fait un petit spoil, hein, Laurent, Crédit Agricole. Laurent, Voilà, très rapidement, alors, Laurent, moi je suis directeur général adjoint du Crédit Agricole, Champagne-Bourgogne, donc qui est sur 4 départements à cheval entre la Bourgogne, Franche-Comté et le Grand Est. Et j'ai notamment en charge l'innovation, et donc le village de l'innovation qui est un accélérateur de start-up qui a permis effectivement à Fordata de donner un petit coup de pouce au départ. Ça va être totalement l'un de nos sujets, hein, le village de l'innovation, parce que c'est ce qui a aidé aussi Yann à produire. Vous l'avez compris, hein, on a à côté un entrepreneur et de l'autre côté quelqu'un qui porte les projets et qui les pousse pour que Yann puisse les créer. Yann, tu as parlé de Fordata, c'est ça, je ne me trompe pas. Exactement. Fordata, qu'est-ce que c'est exactement, qu'on puisse comprendre un peu ton projet initial, on va dire? Ouais, alors c'est une jeune entreprise, maintenant c'est une PME plutôt qu'une entreprise, parce qu'elle a déjà 8 ans d'existence. On est une trentaine de personnes, on est quasiment tous à Dijon. Et puis vous étiez 5 au départ, non? Et on a commencé à 5, ouais, tout à fait, hein. exactement. Okay. Et vous êtes toujours 5 aujourd'hui? Et on est toujours 5 associés, ouais. Ah, c'est incroyable. Donc, ça c'est bien, hein, pour les entreprises qui restent vraiment soudées jusqu'au bout. Ouais, non, on a la chance d'avoir les 5 associés, et la particularité aussi, c'est que les 5 associés sont aussi exécutifs, enfin, ils travaillent dans l'entreprise à temps plein, ils sont vraiment corps et partie du projet. Donc c'est une entreprise d'inventaire à distance, c'est une entreprise technologique. En fait, on déploie des capteurs sur des stockages, essentiellement des cuves, des citernes et des silos. Avec ça, on mesure un niveau de stock. Et avec ce niveau de stock, on le met à disposition de ceux qui vont livrer ou collecter ces stockages. Donc par exemple, un distributeur de gaz, de propane par exemple, il va mettre un capteur pour voir le niveau dans la citerne et aller le livrer au bon moment. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu crées tous les jours. Voilà, exactement. Okay. Et comment t'en es arrivé à ce projet? Alors au début, c'est né d'une anecdote un peu qui paraît presque d'un autre siècle. Parce que j'ai un de mes associés, Emmanuel, qui tombait régulièrement en panne de fuel. Donc c'est presque d'un autre monde maintenant. Non, ça fait fossile. Exactement. Mais maintenant il y a du biofuel, donc on peut presque être green et fuel en même temps. Et du coup, donc il tombait régulièrement en panne de fuel et il trouvait ça insupportable de ne pas avoir un outil simple pour éviter ce genre de désagréments qui sont quand même basiques. Ouais. Et il l'a pas trouvé, en tout cas pas suffisamment disponible ou évident pour ne pas l'acheter. Donc il s'est dit en fait il y a sans doute quelque chose à faire, et de fil en aiguille on s'est réunis à 5 avec des ingénieurs, lui était plutôt commercial, pour créer un produit, puis après trouver un business. Et maintenant on n'est plus du tout on n'a presque jamais été en fait sur le fuel, hein, c'est ça qui est amusant. On n'a jamais quasiment équipé de cuve à fuel, mais on équipe maintenant beaucoup de stockage de produits liquides ou solides, et c'est parti de là. Ok, c'est intéressant parce que je m'attendais pas du tout à ce que tu me parles directement de petites anecdotes comme ça, où par exemple il a loupé son barbecue à cause du fuel et voilà, à la fin il se trouve pour rien. Laurent, tu as déjà eu des sociétés, des entreprises, des entrepreneurs de ce style-là, de cette... Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu as l'habitude de travailler comme ça avec eux? Alors, il se trouve que le Fordata, qui s'appelle Fuelit, hein, d'ailleurs. Exactement, au début c'était Fuelit. Est arrivé très tôt dans le village, c'était au tout début du village. Ouais, un des premiers. C'était en quelle année le début? 2018, le village, ouais. Et effectivement, donc, on en est très fiers, hein, parce que c'est une des premières et c'est une très très belle réussite. Donc c'est notre petite licorne au village et on en est vraiment très très fiers. Toute petite. Mais qui grandit. Ouais, exactement. Et donc effectivement, hein, c'est assez typique. Le porteur de projet, une idée. Généralement, nous on intervient quand l'idée est déjà incubée, c'est-à-dire que on est passé de l'idée à déjà un produit qui peut être potentiellement commercialisable. Oui, donc déjà la matrice est déjà faite. Oui, il y a une grosse base. Et donc nous on intervient pour accélérer
pour que le projet puisse se développer, puisse trouver des débouchés, puisse construire un business plan, puisse se financer ou trouver des investisseurs en fonds propres. Tu as des outils différents que tu donnes Alors l'avantage du village, c'est que c'est pas du tout uniquement des mètres carrés. Alors ça l'était un peu plus à l'époque, au tout début, mais en revanche, évidemment, le village il est situé à la Cité de la Gastronomie, donc c'est un lieu déjà un petit peu écrin, mais surtout l'avantage du village, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que chaque village a plusieurs partenaires, et ça va d'EDF à des entreprises locales qui soutiennent toutes les startups d'une manière ou d'une autre, par leur expertise, par certains services, par des débouchés, par du coaching. Et le village, en fait, il y en a 50 partout en France et même à l'international. Tu n'es pas le seul à faire. En fait, les caisses du Crédit Agricole ont toutes quasiment un village. Ok. Donc, et les villages sont interconnectés. C'est pour ça qu'on les appelle les villages. Les villages sont interconnectés. Et si jamais une start-up veut contacter une autre start-up qui est passée par les mêmes étapes qu'elle, c'est super facile. Donc il y a tout le réseau des start-up et des anciennes start-up qui sont devenues des PME, voire des très belles entreprises. Et pareil pour les partenaires. Et ensuite, tout le système de village permet à chaque start-up, si elle a un rendez-vous à Paris, d'avoir bénéficié des locaux du village de Paris, voire même des locaux du Crédit Agricole à New York, Singapour. Donc on est vraiment au service. Yann, t'es parti à Singapour il y a peu de temps. Singapour, pas encore. Enfin, en tout cas, pas dans le cadre des villages. Parce qu'on a eu une fois au Japon, on a eu des rendez-vous avec la banque Crédit Agricole. Non, par contre, on est multi-village. C'est-à-dire qu'on a été hébergé par la Caisse du Morbihan à Vannes. On a un autre projet qui est maintenant hébergé là-bas. On a à un moment repris une entreprise qui était hébergée par la caisse de Niort. Alors je ne sais plus le nom de la caisse, mais c'est celle qui est à Niort. Okay. Donc on a été multi-village. Ouais, assez tôt en fait dans l'histoire. C'est pas que oui, on a plusieurs villages, c'est vraiment interconnecté. C'est pas, exactement. C'est pas pour dire on en a plusieurs, c'est vraiment il y a vraiment un écosystème et tu as pu en bénéficier. Bien sûr. Tu as des exemples de choses que tu as pu vraiment concrétiser, tu t'es dit ça fait plaisir d'avoir un vrai réseau quoi. Complètement, ouais. Déjà, donc on a on est en lien avec les deux caisses grâce au village. Notamment pour les financements, aussi pour tout l'accompagnement sur des projets. Là récemment, la Caisse du Morbihan, ils nous ont aidés pour lancer un projet de biodigesteur. Donc on a commencé on en a installé déjà dans leur restaurant collectif de la Caisse. Un biodigesteur, c'est un nouveau projet qu'on a fait qui s'appelle OWL, qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an. D'accord. On a un peu plus de 120 machines déployées essentiellement sur des aires d'autoroute et dans la restauration collective. Et ça sert à digérer, à réduire et à stabiliser les déchets organiques. Il faut imaginer un gros robot brasseur chauffeur qui va déshydrater le déchet, le digérer et le transformer en poudre stabilisée. Donc on part d'un déchet qui est périssable, qui peut être potentiellement dangereux au bout de quelques jours, qui doit être enlevé presque tous les jours à cause des nuisances, odeur, volume, etc. À un déchet, ça ressemble à de la poudre un peu comme une mare de café, qui peut être stocké plus d'1 mois ou plusieurs mois même sur le même site avec un espace réduit. Et après ce cycle de déchets, toi tu récupères derrière ou toi tu n'es juste que le passage, ensuite tu donnes? La machine n'est que le passage, mais ensuite on a une prestation globale où on va fournir un exutoire, donc un endroit où traiter les déchets, qui en général est un composteur ou un méthaniseur. Oui, donc en fait on reste sur quand même quelque chose un peu vers la biodiversité après. Complètement. Ouais. Le but c'est vraiment de traiter, alors on peut traiter dans le restaurant lui-même s'il a un peu de surface d'épandage autour de lui, s'il a un petit peu de terrain vert. S'il n'en a pas, on envoie un exutoire de proximité. Le but c'est vraiment de traiter le maximum in situ. Donc Fort Data n'a pas que ce côté cuve de fuel, vous faites aussi tous les déchets, tout derrière. Et en bilan carbone, vous êtes comment? Vous êtes situé plutôt bien? Parce qu'en fait aujourd'hui c'est l'air du temps. Oui, complètement. Tout le monde parle carbone, bilan carbone, de ne pas rejeter de déchets. De toute façon toutes les sociétés, que ce soit les plus grandes du monde comme les toutes petites, on essaye tous de faire nos petits efforts à notre petite échelle. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu avais des efforts, des petites idées à nous montrer. Alors, nous, en fait, on a si vous savez, il y a les bilans carbone, il y a plusieurs catégories de bilans. Si on prend tous les effets directs, indirects, etc. En effet direct, nous, on avait remarqué, comme beaucoup d'entreprises, le principal effet direct, c'est le chauffage du bâtiment et les voitures. Donc, on a passé la moitié de la flotte en électrique, là, en septembre, et le chauffage, on est passé au pellet. Donc, la biomasse, donc comme ça, on réduit l'empreinte. Donc, c'est sur les deux effets directs. Après, si on commence à regarder les effets indirects, c'est là que le bas blesse, puisqu'on produit beaucoup de choses, beaucoup de capteurs, forcément. Donc on a choisi de se sourcer en France, donc dans le bassin Rhône-Alpes essentiellement. Un petit peu aussi. Donc tout est made in France. Oui. Okay. Oui. Après, bien sûr, les composants électroniques. Bien sûr. Malheureusement, c'est plus difficile. On ne peut pas en trouver en France, comme vous le savez.
bientôt, j'espère. Mais aujourd'hui, à part les composants eux-mêmes, mais l'assemblage est réalisé en France. La partie plastique, on a la chance d'avoir une Plastic Valley très dynamique autour de nous, donc on en profite. C'est fait à Haute-Saône, donc vraiment presque en Côte d'Or. Enfin, c'est pas vraiment la Plastic Valley, mais c'est local. Et la partie assemblage, c'est la vallée du Rhône. Laurent, j'allais te dire, tu vois, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ou même des moins jeunes, ou n'importe qui a envie de se lancer dans les composants électriques, faut qu'ils t'appellent, Laurent, du coup. Bien sûr, on a des experts. En plus, donc le village, comme je l'ai expliqué, c'est un accélérateur. Mais à des stages un peu plus avancés de l'idée, on a tout un tas d'événements qui accompagnent justement les porteurs de projets pour qu'ils passent à l'acte et que ça réussisse. Et notamment, on a les cafés de la création. On organise 15 fois par an. Sur les 4 départements de la caisse régionale ici, des cafés qui réunissent là aussi toutes les parties prenantes, tout l'écosystème qui peut aider les porteurs de projets. Donc nous évidemment, mais aussi d'autres acteurs pour des subventions, pour de l'aide, pour du coaching, des business angels. Et donc ça c'est à chaque fois entre 20 et 50 porteurs de projets. 15 fois par an. Par an. Ouais, exactement. Qui sont accompagnés. Donc on a toute une gamme en fait d'événements et dans les villages, il y a énormément d'événements aussi pour entraîner et pour passer à l'action. Là, j'écoutais le projet sur justement cette poudre, transformer des déchets en poudre. C'est génial l'innovation. En plus, on en a tellement besoin de projets comme ça, c'est tellement utile pour justement décarboner et pour... Justement, puis c'est un peu aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes sur ça, de savoir qu'est-ce qu'on en fait de nos déchets. Et donc, nous, on est passionnés en fait par l'innovation, par ces idées, et dès que le porteur de projet nous semble sérieux et que l'idée est bonne, on fait tout pour que ça réussisse en fait. C'est ça qui est fort. Et du coup, Yann, c'est une réussite. Le partenariat avec la banque, tu veux dire ? Oui, bien sûr. Nous, le Crédit Agricole a été notre premier financeur. Ce que j'expliquais hier à Laurent au téléphone, on s'est eu. En fait, le plus dur quand on démarre, c'est ce que j'ai trouvé, c'est d'avoir la première banque qui dit « Ok, on y va ». Parce qu'en fait, il y a un énorme phénomène en fait, chacun se suit. Et beaucoup de banques disent « Je veux bien y aller en deuxième, en troisième, en quatrième position, mais pas en première ». Et donc la première, c'est vraiment clé. C'est très important. C'est aussi pour ça que Réseau Entreprendre existe et Initiative Côte d'Or peut financer des jeunes. Ça permet d'avoir la première brique qui fait ok, je m'adosse, quelqu'un d'autre a fait confiance, quelqu'un a validé ce projet, donc je ne suis pas le seul à prendre ce risque. Ouais, donc ça démultiplie ensuite toi ton investissement et surtout ta confiance avec d'autres partenariats différents et d'autres investisseurs. Mais c'est exactement. En fait, il y a une théorie qui est assez connue qui dit qu'en fait en groupe on prend plus de risques que seul. Puisqu'on arrive à se convaincre, à partager les risques, on se dit on prend tous le même choix et on va ensemble. C'est pour ça que les révolutions ne se font jamais par un individu tout seul, ça se fait toujours par un groupe d'individus. Et donc en fait comme ça d'avoir une collégialité qui soutient le projet, c'est vraiment important. Nous on avait la chance d'être 5, donc déjà on est 5 à avoir la même idée, enfin la même vision. Donc déjà ok, c'est pas une seule personne tout seul dans son coin. Et ce qui est rare, c'est que c'est toujours le cas. Et la chance qu'on a eue, exactement, la chance qu'on a eue, c'est on s'est bien trouvé, on s'est aussi choisi comme ça. On s'est choisi parce qu'on avait le même tempérament. Et aussi qu'on n'était pas amis forcément au départ proches. On voulait quelque chose où on pouvait construire une amitié ensemble, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc oui, c'est vraiment... donc cette collégialité a fait qu'on a pris plus de risques peut-être au début et on a aussi convaincu davantage d'autres gens de venir dans notre collège d'audacieux, si je puis dire. On va revenir un petit peu en arrière pour savoir... Tu n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat au départ. Non, complètement. Tu t'es lancé comme ça dans une audace, mais avant tu étais dans quoi ? Tu étais salarié, ingénieur ? Oui, alors j'ai fait un parcours dans la production. J'étais au début sur une ligne d'assemblage de 208, donc la voiture de Peugeot. Après j'ai été longtemps chef de production et directeur de business unit d'une blanchisserie industrielle. Donc moi j'étais plutôt dans la partie opération. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai rejoint le projet. Après avec l'histoire des PME, on fait un peu toutes les tâches en même temps. Mais par contre, j'étais assez fasciné par les gens qui avaient choisi la voie de l'entrepreneuriat assez vite pendant mes études. Et je me suis dit, mais non, il faut quand même que je me lance. J'avais un peu moins le terreau familial pour ça. Dans ma famille, c'était moins bien perçu ou moins bien. C'était pas forcément la voie vers laquelle on poussait les jeunes. Donc j'ai mis un peu de temps à changer. Et puis après, j'ai pris le pas. Et tu t'es dit, ça y est, c'est mon moment. Je vais y aller, je fonce, mais t'as eu un truc qui t'a dit... Est-ce que c'est juste ton pote qui t'a dit « Il manque du fuel, je sais pas où j'en suis ?» Tu dis « Ah ça y est, il faut que je me lance ». En fait, t'avais déjà un peu l'idée de vouloir chercher quelque chose. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on se suivait l'un l'autre. Ils nous racontaient ses projets, on en parlait, on se dit « Ah ça c'est intéressant ». Enfin, on réfléchissait à des projets communs. Un an avant, on s'était déjà hésité à se lancer à temps plein. On avait failli démarrer.
Et un petit grain de sable s'était mis, on a vu un doute, donc on s'est dit non, on attend un peu. On s'est dit trouvons d'abord un client. Donc on a contacté un premier client qui s'appelle Total Energy, qui a passé une première commande. Et là on s'est dit il y a une commande, il y a le produit, il y a l'équipe. On ne peut pas attendre non plus. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour démarrer quoi. Il y avait un financeur. Voilà, tout s'est bien goupillé en fait sur cette année. Vous avez Ouais, bien fait exactement. En fait. Ouais. Oui, je pense qu'on aurait eu plus de difficultés. Ouais, l'année d'attente, qui a été quand même une année active, on n'a pas rien fait. Je pense que c'est bénéfique, ouais. Et il n'y a pas eu besoin de lever de fonds? Non, on a eu cette chance. En fait, avec le tissu, alors je ne sais pas si c'est propre à la BFC ou propre à une boîte d'innovation, mais en tout cas en Bourgogne, on peut vraiment arriver avec déjà Initiative Côte d'Or et Réseau Entreprendre qui font le premier financement avec des quasi-fonds propres. Je parle pour ceux qui connaissent un peu la partie levée de fonds. Et après, dessus, les banques viennent s'adosser et on peut aller jusqu'à 7 en fait. En tout cas, nous à l'époque, on est allé jusqu'à 7. Donc il y a eu 6 banques comme ça qui ont mis des tranches de 100 000 euros jusqu'à 700 000 euros sans faire de levée de fonds, entièrement ce qu'on appelle en non dilutif, donc par des emprunts. Et ça, c'est assez fort. Quand j'en parlais à Paris, par exemple, c'est impossible de lever 700 000 euros sans se diluer. Complètement. Sur un projet. Ouais. Laurent, tu peux en parler. Non, mais en plus, ce que dit Yann est vraiment très important parce que on a beaucoup évoqué l'accompagnement des startups, l'accélération, etc. Mais une fois que le business prend et prospère, nous, notre volonté, c'est que la startup reste. Et ce qui est le cas de Fort Data, et ce que dit Yann est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'à Dijon, sur notre territoire, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a tout l'écosystème, il y a toutes les conditions sont réunies pour que les startups prospèrent et trouvent des débouchés, trouvent des compétences. Et donc il y a toutes les raisons pour qu'elles restent. Et donc nous, on est moteur justement pour que cette attractivité du territoire joue jusqu'au bout. Et c'est tellement dommage après de les voir partir à Paris. On est content. C'est ce que j'allais dire, mais c'est qu'on est quand même l'un des seuls territoires en France, déjà à avoir audace d'entreprendre. Donc déjà, il n'y a aucun autre, ou alors si à Paris, ils ont des réseaux et des assemblées, ce genre de choses. Mais voilà, c'est à Paris, on sait que en dehors de Paris, c'est plus difficile d'entreprendre. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, il y a moins de réseaux, moins de contacts, mais on a la chance d'avoir des réseaux comme ça. Et on a les business angels, on a les banques qui sont prêts à donner. Enfin, c'est plutôt fou d'avoir un territoire qui est autant fourni en termes d'audace. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est vrai. On a la chance d'avoir les 3 caisses au même endroit, les 3 caisses régionales. Comme on est à Dijon, c'est la capitale de quand même 2 grosses régions, Bourgogne et Franche-Comté. On a les 3 caisses ici et ça compte parce qu'en fait, on est proche des décideurs de chaque caisse. Et finalement, en étant vraiment 5 individus sans vraiment de bagages, on a réussi à avoir la confiance déjà de 2 des 3 principales caisses territoriales. C'était... Et Laurent, vous utilisez Fort Data ? Ou c'est votre président qui l'utilise? Alors, ce qui est incroyable, là aussi, c'est peut-être un des concepts des villages, c'est que le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste. Donc, on a 1000 administrateurs dans 84 caisses locales. Et on a le président de la caisse régionale qui a tout de suite été séduit en fait par l'offre de Yann. Et en fait, lui est agriculteur, il produit du lait et il le transforme en langres. Et donc il a des cuves, tout simplement. Donc c'est pas du fuel, c'est des céréales, du lait. Et donc c'était un des premiers clients. Et en fait, on a ce deuxième réseau de 1000 administrateurs, on a 1800 collaborateurs et 1000 administrateurs. Et c'est autant de gens qui peuvent tester, de coachs, parce que ils représentent toute la société française. On a des administrateurs, experts comptables, agriculteurs, viticulteurs. Et pour les porteurs de projets, c'est des interlocuteurs qui sont privilégiés, qui sont à leur disposition aussi pour les aider, pour trouver des débouchés, pour les mentorer. Et ça aussi, c'est unique en fait. Yann, j'avais une question pour toi. Oui. Tu as plusieurs sociétés ou tu n'as que Fort Data? Non, alors en fait, c'est ça qui est beau dans l'audace d'entreprendre, je dirais, c'est que en fait, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit c'est un monde de créer une entreprise, je vais jamais y arriver, etc. Il y a plein d'embûches. Et dire beaucoup de gens nous le répètent. Et en fait, une fois que vous en avez créé une, c'est beaucoup plus facile de créer la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Déjà, de par les structures juridiques, on va souvent créer une SCI pour avoir des bâtiments pour société. Ça, c'est assez classique, mais il faut quand même, c'est une création de boîte. On va avoir envie d'investir en perso, donc on va peut-être créer quelque chose aussi pour avoir des investissements perso, d'autres appartements, des choses comme ça. Et puis après, en fait, quand vous avez déjà réussi un projet, d'autres gens viennent vous chercher pour faire un nouveau projet. Ça arrive assez souvent. Donc c'est comme ça qu'on a monté OWL.
Il y aura sans doute après d'autres projets à l'avenir. Il y a aussi des entreprises qu'on rachète pour regrouper avec Fordata. Agrandir, Fordata. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est ça. Dès qu'on grandit et qu'on voit qu'on ne peut plus grandir, il faut racheter pour grandir encore plus et gagner des parts de marché, avancer, ce genre de choses. Ça t'a fait peur un peu quand tu t'es dit faut que je rachète, faut que j'investisse maintenant? Parce qu'avant, c'était les gens qui investissaient pour toi. Ouais. Maintenant, c'est toi qui dois investir pour toi. C'est différent. Oui, je comprends. Oui, c'est sûr qu'on remet régulièrement de l'argent personnel. Oui, c'est une forme de risque. Après, je trouve qu'on le vit mieux quand on a déjà un emploi stabilisé, une situation qui est plus solide. Ouais. Non, je trouve que la plus grosse inquiétude, c'était quand même au tout début. Où chaque mois, comment est-ce qu'on rentre l'argent pour payer les salaires, c'était moins évident. Après, oui, c'est vrai qu'en faisant des rachats, en rachetant parfois des boîtes de notre taille, on fait un peu comme le tapis au poker. On rejoue toute la mise. Et c'est vrai que ça peut. Il faut faire ça avec précaution et être vigilant. Et en tout cas, être très engagé. Tu as déjà eu une énorme galère? Un truc où tu t'es dit, oula, là, on a fait on s'est loupé. On a eu, alors énorme, je sais pas, mais on a une crise, ouais, on a eu un moment, on était un peu au début, on avait une dizaine de milliers d'appareils, maintenant on est plutôt à 60 000 à peu près, et il y en a 1200 qui sont débranchés d'un coup, sur une bête erreur technique, et du coup là, il a fallu en rebrancher 1200 et on avait 1 à 2 semaines pour le faire, donc c'était assez Pas compliqué. beaucoup dormi quoi. Voilà. Et toi Laurent, des galères, des trucs où tu t'es dit, j'ai mal conseillé, ou il s'est passé un truc comme ça? Alors, on essaie de... Oui, bien sûr. Non, mais on se dit banquier, c'est peut-être loin de l'entrepreneuriat en tant que banquier employé d'une banque. Et en fait, j'ai le sentiment d'avoir vécu plusieurs vies au Crédit Agricole, parce que je suis parti en expatriation en Grèce quand tout s'écroulait. Et là, je pense qu'il faut avoir aussi de l'audace pour rebondir. Pour accompagner la société qui vivait des moments difficiles. Oui, en fait, tu vis plus des moments difficiles à travers les différentes sociétés. Oui, c'est souvent par procuration en fait. Quand nos clients vivent des moments difficiles, nous, évidemment, il faut qu'on soit là au rendez-vous, et on est là pour les accompagner. Et c'est vrai pour les startups au début, parce que c'est jamais des longs fleuves tranquilles, Yann le sait bien. Mais c'est vrai aussi pour des grosses boîtes. Et l'avantage du Crédit Agricole, c'est qu'on est une grosse PME. Nous, on est une PME régionale en fait. Et donc on a cette agilité, cette proximité qui change complètement la relation par rapport à des réseaux nationaux. Yann, est-ce qu'on a des réseaux, est-ce qu'on a quelque chose où on peut te retrouver, où on pourrait voir ton travail et pourquoi pas travailler avec toi? Oui, bien sûr, on est présent sur LinkedIn comme beaucoup d'entreprises, essentiellement d'ailleurs sur ce média. Fordata? Ouais. FOR, plus loin data? FOUR, ouais. FOUR, ouais. C'est comme le four, c'est pour le 4. Ouais. Okay. C'est essentiellement là-dessus. Après, on a régulièrement des offres ouvertes de recrutement. On aura encore des recrutements en 2026. Donc, sur Dijon? Ouais, on recrute beaucoup à Dijon. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'on on tolère le télétravail, bien sûr, mais on aime bien avoir des gens régulièrement avec nous. On a mis beaucoup d'efforts dans les locaux d'entreprise. On a acheté on a acheté une maison de maître un peu qu'on a rénovée pour en faire un lieu sympathique. Et puis la moyenne d'âge est assez jeune. Et on a une moyenne d'âge assez basse, ouais. On est entre 25-35, c'est l'immense majorité des salariés. Enfin même 20-35. Au moins le message est passé pour ceux qui nous écoutent, au moins ça sera sympa. Laurent, de ton côté, est-ce qu'on peut retrouver le Crédit Agricole? Comment on peut participer à ce village de l'innovation? Est-ce qu'il y a des procédures ou juste on appelle, on dit bonjour Non, il faut déposer un dossier, puis après effectivement il y a un comité de sélection. On est beaucoup en relation aussi avec la BSB, par exemple, on a un partenariat. Parce que la BSB, il y a des porteurs de projets étudiants qui... Incubateur. Alors, donc ils ont développé tout un écosystème pour accélérer, pour faire en sorte que l'idée naisse, et de l'idée naisse un produit, un service. Et ensuite, quand les diplômés, quand les étudiants sortent diplômés, tout s'arrêtait. Et donc on a fait un bridge et justement la passerelle entre l'accélérateur et l'incubateur. Donc voilà, il y a les cafés de la création aussi qui sont une porte d'entrée pour bénéficier de tout l'écosystème. Donc il y a plein de portes d'entrée, c'est très facile à trouver normalement. Il suffit d'aller sur le site du village de l'innovation, puis là vous trouverez toutes les informations. Écoute, tout le monde est prévenu. En tout cas, merci à vous deux pour ce moment, cet échange. C'était très agréable, très sympathique. Pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous donner du soutien, nous aussi, en vous abonnant à la chaîne et en nous écoutant continuellement. Et puis, on n'a qu'à souhaiter une belle journée et de l'audace à vous pour vos futurs projets. Je vous avais dit que j'allais bégayer et je le fais à la fin. C'est plutôt pour terminer. Merci à tous. Merci. Axel.